Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour l'Afrique, auditeurs d'Ifriqiya FM, bonjour à vous. Vous écoutez Santé Magafrique, 26 minutes santé, vous les passerez avec moi, Samar Hamedi, le docteur Ilyes Khamouk, spécialiste des maladies infectieuses. Également Nana Kwamena, médecin généraliste. Bonjour à vous, comment ça va ? Ça va et toi? Ça va tranquille. Donc il correspond au système le plus complexe et le mieux organisé du corps. Il reçoit des informations provenant des organes sensoriels par le biais des nerfs, transmet ces informations par intermédiaire de la moelle épinière et les traite dans le cerveau. Et ce n'est qu'une petite définition de tout un système, vous l'aviez sans doute deviné, c'est le système nerveux. Je vous laisse, docteur, nous dire davantage. Alors le système nerveux, c'est, comment simplifier un peu, c'est un super ordinateur. Mais c'est genre un ordinateur que tu multiplies par 1 million. Parce que, il traite un grand type d'informations, que ce soit sur le plan sensoriel. Quand je dis sensoriel, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Et sur le plan moteur, donc il va commander, que ça soit de manière volontaire ou involontaire. Involontaire, par exemple, un réflexe. Un réflexe, c'est une procédure neurologique très très complexe. Et parfois, quand je veux marcher, vous imaginez, quand je marche, c'est des ordres qui sont donnés de manière volontaire, mais sans réfléchir. On marche sans réfléchir, en levant la jambe, donc en utilisant les muscles, les os, les ligaments. On sent la terre, c'est on tout sent le simplement sol. notre moteur, c'est Et ça. tout ça est régulé. Par exemple, si on fait un faux pas, on rééquilibre tout ça. Donc, c'est d'une complicité extraordinaire, mais on va essayer de simplifier pour les auditeurs. Exactement. Maintenant, nous allons parler avec Nana de l'anatomie. Ah oui, le système nerveux est organisé en plusieurs niveaux complexes, mais normalement on se divise en parties de deux. On parle des systèmes nerveux central et des systèmes nerveux périphériques. Dans le système nerveux central, il consiste de l'encéphale. L'encéphale est situé dans la boîte crânienne. Il constitue les cerveaux, les cervelets et les troncs cérébraux. En anglais, les cervelets, il s'appelle les cerebellum. Et les troncs cérébraux, c'est les midbrain. Parce qu'il s'est situé au milieu. Midbrain. Le midbrain. Au milieu. Au milieu. La partie inférieure du cerveau, mais au milieu. Oui. Et aussi, il consiste des moelle épinière. Désolé, mon français, c'est un peu mal. Non, ça va. Merci. Oui. Merci. Je rappelle que Nana est anglophone. Il est du Ghana. Oui. Donc, le moelle épinière, c'est logé dans les canaux rachidiens. Son rôle est de recevoir et enregistrer et interpréter les signaux. Ça, c'est le travail le système nerveux central. C'est très important. Normalement, si on parle du système nerveux, on parle des procédés, les stimuli, on va recevoir les informations, les traitements des informations et les réponses. Donc, après le système nerveux central, on peut parler le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux périphérique, il est impliqué dans la communication. Puisqu'on travaille la communication, votre système périphérique est régulier dans les deux sens, dans l'afférence et les efférences. L'afférence, c'est le sensoriel, la sensibilité. On prend à partir des récepteurs dans le peau ou bien dans les viscères. On prend les informations, on voit vers les chevaux, on va traiter et après on va faire les voies efférentes. Les voies efférentes, on parle des voies motrices. Ça contrôle les muscles, les muscles squelettes. Le docteur a parlé plus tôt, il a parlé des systèmes autonomes. C'est dans les systèmes nerveux périphériques, on parle des les systèmes nerveux autonomes et les systèmes nerveux somatiques. Les somatiques, c'est volontaire. Ils contrôlent les muscles squelettiques. Et les systèmes nerveux autonomes, ça consiste de deux choses.
on a les sympathiques et les parasympathiques. Dans les parasympathiques, ça soulage comment on dit, l'être humain. Mais pour les sympathiques, simplement, ça cause la décision de prendre l'action. Donc, en anglais, on a dit fight or flight. Les sympathiques, c'est pour fight, et les parasympathiques, c'est pour... C'est combattre ou fuir. Exactement, Voilà, c'est combattre ou fuir. comme ça. Et vous aviez tous les deux évoqué quelques rôles du système nerveux. Je vous laisse, docteur, nous parler brièvement du rôle majeur du système nerveux. Alors, commençons par le commencement, la partie la plus importante du système nerveux, qui est le système nerveux central, et plus particulièrement le cerveau. Alors, le cerveau, c'est une matière grise et une matière blanche. Il est constitué de 21 milliards de neurones. C'est quoi un neurone? C'est une cellule nerveuse. C'est ce qui constitue le système nerveux. Une cellule nerveuse qui va transmettre un message électrico-chimique. Mais en fait, c'est une information. C'est un message électrique, mais c'est une information. Alors, le cerveau, il est fait de 5 parties. Il y a le lobe frontal, c'est ce qui est devant. C'est le devant de la tête, le devant du cerveau. Le lobe frontal, c'est le siège de la parole. C'est pour ça que quand on a un AVC, par exemple, au niveau du lobe frontal, ou un problème au niveau du lobe frontal, parfois on perd la parole. C'est ce qu'on appelle une aphasie. Alors, le lobe frontal, c'est le siège de la parole, du langage, du raisonnement. Le lobe pariétal, le pariétal, c'est ce qui est à côté. C'est là, par exemple, donc c'est pas devant, c'est des deux côtés. Donc c'est la partie qui va s'occuper du repérage dans l'espace, des sens et de la lecture. Il y a le lobe occipital. Qui est totalement derrière, qui est au-dessus de la nuque. Donc ça, c'est essentiellement la vision. Ça transmet ça reçoit des signaux de l'œil et ça fait, c'est comme un photographe qui développe l'image. Exactement. Donc l'œil, il prend la photo et le lobe occipital, il développe l'image. Il développe. C'est pour ça que quand on a des problèmes de vision, ça peut être en rapport avec l'œil, ça peut être en rapport avec le cerveau. Et le lobe temporal, donc c'est juste, c'est-à-dire des deux côtés. C'est là où il y a le langage. C'est en rapport avec les tempes. C'est avec les tempes. C'est là où il y a le langage, la mémoire, l'émotivité, etc. Et puis il y a le cortex insulaire ou l'insula, qui est spécialisé, c'est au milieu, spécialisé dans la perception du soi, de la conscience, de la socialisation, et l'impact également les émotions, etc. C'est le cortex moteur. Non, le cortex moteur, c'est plutôt le lobe frontal. Là, c'est le cortex insulaire. C'est vraiment au milieu. Donc, quand on voit ça, ça ne veut pas dire que chaque partie, elle est indépendante et elle fait un travail. Mais elle est principalement responsable. C'est pour ça que parfois, il y a des interventions neurochirurgicales du cerveau où le patient est conscient. On l'opère du cerveau, il est conscient. Pourquoi? Parce qu'on va tester un lobe et on va lui poser des questions en même temps de l'intervention pour voir sa réaction. Où est le problème déjà. Voilà. Et pour voir est-ce que on va bousiller un peu cette partie ou pas. Mais il y a quand même un travail, il y a une interconnexion extrêmement importante et complexe entre ces différentes parties. Je vous donne un exemple. Parfois, on sent un parfum. Donc, il y a déjà le fait de sentir le parfum, on interprète. On se dit, ce parfum est de telle marque. Mais ça s'accompagne aussi d'un souvenir. Exactement. On se dit, ah tiens, ce parfum, ça me rappelle ma mère, ça me rappelle une partie de ma vie, une période. Par exemple, on sent la terre mouillée après la pluie. L'odeur de la terre. Oui. Et ça nous donne une émotion. Alors surtout cette odeur. Voilà, ça donne une émotion. Et ça, c'est dû à la perception de l'odeur, à l'explication de l'odeur, et puis à la connexion avec la partie responsable de la mémoire. Exactement. Mais responsable aussi de l'émotion. Donc c'est vraiment le cerveau, ça reste mystérieux même après tous les moyens d'exploration. Le cerveau reste très mystérieux parce que on a beau fabriquer des ordinateurs super rapides en calcul, mais ils n'arrivent pas à gérer cette interconnexion. Donc ça c'est pour simplifier un peu. Ça c'est pour le cerveau. Il y a la moelle épinière. Donc c'est le cordon qui descend dans la colonne vertébrale. Ça fait partie du système nerveux central parce que c'est de là où vont partir les nerfs, les différents nerfs de tout le système locomoteur. Mais le cerveau on a aussi le cervelet qui est en contact entre Alors le cervelet, c'est plus de la coordination. Exactement, c'est lui qui coordonne entre eux. C'est l'équilibre parce que vous voyez un bébé quand il marche, c'est très difficile, il n'arrive pas à bien marcher. C'est pour ça on dit les bébés, il ne faut pas leur mettre des chaussures
trop épaisses ou trop lourdes parce qu'ils n'arrivent pas à coordonner. Il trébuche au Pas début. comme nous, une femme qui met un talon aiguille ou une godasse ou des ballerines ou pieds nus, on arrive à coordonner parce que on a tout le cervelet qui arrive à équilibrer tout ça. Et même quand on fait un faux pas, rapidement, on reprend son équilibre. Avec tous les récepteurs qui existent au niveau des muscles, des tendons, des ligaments, il y a une transmission super rapide, parce que ça, il faut en parler. La transmission de l'information, c'est des centièmes de seconde. Parce que quand on fait un faux pas, il y a l'information qui part au cerveau. Attention, le pied on n'a pas pied. Et puis le cerveau qui va ordonner de mettre la main pour se tenir, même quand on tombe. Exactement. On a le réflexe de mettre la main pour ne pas tomber sur son visage ou sur son. Alors surtout le réflexe. Et tout ça de manière involontaire. Donc il y a le côté volontaire, intellectuel. Il y a le côté involontaire. Maintenant, il y a une question dont on ne parle pas assez. C'est tout ce qui est psychiatrique. Oui. L'émotion, l'angoisse, la dépression, tout cela est lié au cerveau. C'est pour ça qu'en psychiatrie... Vas-y. Par exemple, si on parle des émotions, en psychiatrie, on parle de l'état mental. On n'a pas une explication pour l'origine, mais si vous lisez certains papiers peut décrire l'état mental, c'est formé par les connexions complexes de plusieurs neurones. Il faut comprendre que les neurones, c'est les unités, les unités des cerveaux. Les traitements des informations, c'est le corps des neurones qui forment les substances grises. Les substances grises, le cortex, c'est une substance grise qui couvre la totalité des cerveaux. On a aussi les substances grises au milieu des hémisphères des cerveaux. On parle des thalamus, on parle des les stratum qui comprennent les noyaux cordés et les noyaux lenticulaires. Si on parle on peut parler aussi, c'est au niveau de le centre des hémisphères qui on voit les sécrétions de dopamine. Le dopamine, c'est un hormone de satisfaction. Normalement, on connaît qu'il y a deux systèmes de contrôle dans le corps. C'est le système nerveux et le système hormonal. Mais le système hormonal, c'est sous la dépendance des systèmes nerveux. Donc, c'est très, le système nerveux, c'est très, donc, très ça important. vient avant. Oui. Ça vient avant. Oui. Donc, avant de revenir vers toi, Nana, pour parler des troubles plutôt neurologiques, j'aimerais vous poser une autre question, docteur. Comment explore-t-on le cerveau? Oui. Alors, c'est tellement complexe qu'il y a plusieurs méthodes qui n'explorent pas à 100%, parce que le cerveau reste encore mystérieux, même au XXIe siècle. Mais on a en premier les rayons. Donc, avant, c'était une radio simple. Après, il y a le scanner. Le scanner, c'est plutôt la structure osseuse et ça donne un peu une idée. Après, c'était l'IRM. C'est là où on a fait un bond de géant dans l'exploration du cerveau, du système nerveux central en général. Parce que l'IRM, elle visualise bien les structures du cerveau et elle détecte différentes pathologies, différentes anomalies. Il y a l'angio-IRM. Alors, c'est quoi l'angio-IRM? C'est, on va injecter un produit dans le sang et ce produit-là va partir colorer les vaisseaux du cerveau. Donc, on aura à la fois une IRM et on visualisera l'état des vaisseaux au niveau du cerveau, les artères et les veines, notamment dans les AVC, on va en parler. Et ça, c'est en ce qui concerne la radiologie. Maintenant, il y a l'électrophysiologie, notamment l'électroencéphalographie ou EEG. L'EEG qui va mesurer un peu les signaux électriques, parce qu'on a dit qu'il y avait une grande activité électrique ou chimique. Donc les signaux électriques, c'est l'EEG, notamment les personnes qui sont dans le coma, pour voir est-ce qu'ils ont une activité cérébrale, c'est comme pour l'ECG pour le cœur, mais aussi dépister des épilepsies et chercher où est le foyer épileptogène, c'est-à-dire quelle est la zone du cerveau qui déclenche cette activité électrique. Et sans oublier, ça c'est les éléments les plus importants de l'exploration du cerveau, sans oublier, parce qu'on a tendance à l'oublier, l'évaluation psychiatrique. Et l'évaluation psychiatrique, c'est le médecin, le clinicien, le psychiatre qui va le faire. En dépistant tout type d'anomalies psychiatriques, ça va ce qu'on appelle de la dépression. Donc l'état mental de la personne. L'état mental de la personne. Et là,
c'est l'entretien. C'est pas les questions de machine, c'est une question d'entretien, d'évaluation psychiatrique, et qui ont des rôles parfois chimiques, comme certaines maladies dégénératives, comme le Parkinson, et parfois c'est typiquement émotionnels, psychiatriques, et qui nécessitent des médicaments qui agissent au niveau du cerveau. Voilà, donc ça c'est pour l'exploration rapidement du cerveau. Donc Nana Kwamena, parlons des troubles neurologiques, surtout les plus répandus, je dis bien, dans le monde. Oui. Les troubles neurologiques, ils concernent beaucoup de choses. Ils concernent le cerveau, ils concernent les nerfs, ils concernent des maux épineuses. On parle des... on a les 5 sons. Les 5 sons, les visions, les gouttes, l'odorant. Oui, la vue, le toucher, tout. Oui, tous les nerfs pour les 5 sons, il est né directement dans les troncs cérébrales. Donc, si on parle des troubles neurologiques, c'est trop, parce qu'ils ont déjà parlé d'état mental. On va dire les plus répandus dans le monde. Les plus répandus, je ne peux pas vous dire directement, parce que chaque région de le cerveau représente une fonction. Donc, ça dépend des les retentés. T'as compris? Oui. Donc, les diagnostics, c'est plus, les symptômes, c'est plus répandu. On parle des douleurs. Des douleurs, on parle des sensations, des troubles de sensibilité. On parle d'épilepsie, convulsions. On parle des... c'est vrai. Oui, troubles de vision. Ça, c'est nerfs optiques. Ça, c'est aussi très répandu. Ou bien, dans le contexte, on parle de les sommeils. Par exemple, les malformations de Chiari, il y a une apnée de sommeil. Tu ne peux pas respirer quand vous entrez de dormir. C'est très grave. Donc, c'est trop. C'est à cause de ça, on fait, il a dit, l'entretien avec les examens complémentaires pour nous orienter. Les médecines, c'est comme ça. Il y a des symptômes. Il y a une infinité surtout de maladies qui peuvent être engendrées justement de troubles neurologiques ou de problèmes voilà, du système nerveux. En fait, c'est vrai que c'est un océan de pathologies, de maladies, etc. Mais bon, il faut rappeler que le cerveau, il vieillit aussi, comme les yeux, comme les oreilles. Exactement. On a ce qu'on appelle une atrophie corticale. Quand on fait une IRM chez une personne très âgée, on a ce qu'on appelle une atrophie corticale physiologique. C'est pour ça qu'une personne âgée, elle a des problèmes de mémoire, elle n'entend pas très bien, c'est lié au vieillissement. Mais il y a des maladies, comme par exemple les traumatismes crâniens. Quand on chute d'une hauteur, quand on se fait, on a un coup dans la tête, etc. Ça peut être rien, juste une commotion cérébrale, c'est juste un petit coup, comme ça peut être un hématome extradural ou sous-dural, c'est-à-dire on a du sang qui se collecte au niveau du cerveau. Et ça peut être très grave, nécessitant une chirurgie. Il y a la pathologie que tout le monde on a entendu parler, c'est l'AVC, accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle une attaque cérébrale aussi. C'est l'équivalent de la crise cardiaque, mais pour le cerveau. C'est généralement lié soit à une obstruction d'un vaisseau, soit à une hémorragie cérébrale, donc qui gêne l'approvisionnement en oxygène, parce qu'il faut rappeler que l'oxygène pour un cerveau, c'est primordial. Le cerveau, au bout de 4 minutes, s'il n'est pas oxygéné, c'est la mort. C'est pas comme d'autres tissus qui peuvent rester quelques minutes. C'est un organe noble. Voilà, c'est un organe noble qui nécessite de l'oxygène de manière continue. Ça, c'est bien sûr, il y a l'épilepsie. Alors, l'épilepsie qui a des causes. Ça peut être dû à une chute, à une méningite, etc. Oui, mais ça peut être ne pas avoir de cause. Il y a des personnes qui font des épilepsies, on ne sait pas pourquoi, qui ont une épilepsie. C'est pas parce que ça n'a pas de cause qu'on ne sait pas pourquoi. Ben, vous savez, en médecine, nous les médecins, on est un peu humbles. Parfois, il n'y a pas de cause décelable. Oui, parfois, il n'y a pas de cause. Ce qu'on appelle idiopathique. C'est-à-dire, on ne sait pas. Grosso modo, on ne sait pas. On le saura peut-être et peut-être pas. Parce que vous savez, toutes les pathologies, il y a des pathologies dont on n'aura pas l'étiologie. Et il y a des pathologies dont la technologie n'est pas à la pointe. On n'a pas encore bien évolué. Mais il y a des pathologies dont on ne saura jamais. Voilà, il faut être humble parce que la guérison, ça vient du bon Dieu, ça ne vient pas du médecin. Maintenant... Il faut être aussi optimiste. Oui, il faut être optimiste. Mais vous savez, c'est des maladies qui existent depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. L'épilepsie, ça a été décrite par des médecins anciens comme Avicenne, etc. Et ça continue encore. On arrive à maîtriser avec les médicaments,
Mais il y a des patients qui guérissent de l'épilepsie. Il y a des personnes qui ne guérissent pas de l'épilepsie. Voilà. Et vous n'aviez pas pu peut-être faire la différence entre une personne qui guérit et l'autre qui non? Pourquoi l'une a pu guérir, l'autre n'a pas pu guérir? C'est surveillance. Il faut surveiller son comportement. On fait les. C'est pas le système immunitaire, c'est pas la personne, c'est pas que la personne est plus jeune ou plus en force physique. Alors, Donc, c'est plus fréquent chez les enfants et parfois, avec l'âge adulte, ça diminue. C'est comme l'asthme, par exemple. Mais l'épilepsie, on peut faire une crise par an, comme on peut faire une crise par jour. L'impact est vraiment différent. C'est pas un groupe c'est pas une maladie, c'est un groupe de maladies. Parfois, ça nécessite juste un traitement, parfois ça nécessite une surveillance, parfois ça nécessite de la chirurgie. C'est vraiment très très compliqué et ça dépend des personnes à une autre. On oublie par exemple tout ce qui est dégénérescence. C'est des maladies qu'on connaît maintenant avec l'allongement de la durée de vie, comme le Parkinson, comme la maladie d'Alzheimer. C'est des maladies de personnes généralement âgées, mais n'empêche, il y a des personnes jeunes qui le font. Mais c'est dû à une dégénérescence. On n'arrive pas à les traiter actuellement, mais on arrive quand même à les retarder un peu. Voilà. D'accord. Donc, Nana, la famille des troubles neurologiques est grande. Donc, j'imagine que plusieurs éléments peuvent être en cause. Citez-nous ou cite-nous quelques-uns. Les éléments qui peuvent être en cause de troubles neurologiques. Les plus principaux, c'est traumatisme. Traumatisme. Normalement, notre cerveau est protégé par les méninges. Donc, il sert comme une barrière entre le cerveau et l'écran, et même aussi l'environnement externe. Donc, s'il y a une brèche ou bien un traumatisme qui coupe les méninges, on peut avoir plusieurs symptômes ou bien plusieurs mécanismes. On peut parler hypertension intracrânienne, une infection méningite. Exactement. Les méningites, les symptômes sont classiques. Raideur de la nuque, vomissement. Et justement, c'est notre prochain thème pour notre prochain numéro. Donc, photosensibilité, hypertension intracrânienne aussi. Si on a les vomissements, une photosensibilité céphalée, BICEF. Mais aussi, s'il y a des choses, s'il y a une complication comme l'ischémie, la range des les symptômes, c'est beaucoup. Exactement. Donc ça, c'est une première exemple. Là, on parle des causes en tout cas. Mais maintenant, allons vers les symptômes brièvement. Docteur, qu'en est-il des symptômes de troubles neurologiques qui doivent être aussi nombreux que leurs causes et qui diffèrent selon la maladie ou le traumatisme en cause et selon la gravité de l'atteinte cérébrale ou nerveuse. Mais en général, plutôt un trouble neurologique se manifeste par quels symptômes? Ah ouais, ça dépend vu que le cerveau, c'est le chef d'orchestre. Donc, vous imaginez un chef d'orchestre avec plusieurs instruments de musique. Dès qu'il y a une fausse note, ça peut être le cerveau. Un tremblement, ça peut être le cerveau. Une fièvre, ça peut être le cerveau. Trouble de l'audition, ça peut être le cerveau. Une convulsion, ça peut être le cerveau. N'importe quel signe neurologique peut être dû au cerveau. Ça peut être dû à autre chose. Si on perd la vue, ça peut être le cerveau, ça peut être les yeux. Si on a un tremblement, ça peut être un manque de calcium, mais ça peut être une maladie neurologique. Il faut connaître que le système nerveux, ça détermine notre vie autonome. Sans le système nerveux, on est comme on dit, les patates, we are potatoes, on fait rien, on ne peut pas vivre. On est inerte. Oui, exactement. Exactement. Donc, je ne peux pas limiter les symptômes. Je ne peux pas vous donner les symptômes plus répandus. Exactement, parce qu'il y en a tellement. Maintenant, il y a un médecin spécialiste qui est le neurologue. Le neurologue, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ce qu'on appelle un syndrome topographique. Il va vous faire un examen neurologique. Il va déjà deviner s'il y a un problème au cerveau et c'est quelle partie. Et c'est là il va orienter l'IRM, le scanner, etc. Et brièvement, maintenant, on ne va pas parler juste du traitement parce que c'est assez vaste. Parlons des méthodes les plus fréquentes qu'on emploie dans les traitements d'un trouble neurologique, docteur. Un trouble neurologique, ça dépend de l'étiologie. Si ça peut être la chirurgie, ça peut être de la dopamine pour le Parkinson, ça peut être un traitement psychiatrique pour une pathologie psychiatrique. Donc, je vous ai dit, le médecin va faire le diagnostic topographique, c'est-à-dire là où il a le problème, faire une exploration pour faire le diagnostic pour donner un traitement. Ça peut être un anti-épileptique, comme ça peut être un antipsychotique ou un antidépresseur. Voilà.
Ça dépend. Merci docteur, merci Nana Kwamena. Je rappelle que Nana Kwamena est un docteur généraliste. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.